Salut! Dans cette vidéo, je vais vous parler des principales métriques de performance web et des techniques pour les optimiser. La performance n'est pas un luxe, elle a un impact direct sur tous les aspects d'un site web. Tout d'abord, l'expérience utilisateur. Un site rapide est perçu comme plus professionnel et plus fiable. La vitesse influence la satisfaction, le temps passé et la fidélisation. Une latence trop élevée nuit à l'accessibilité, en particulier sur mobile ou dans des régions avec des connexions lentes. Elle a un impact sur le taux de conversion et sur votre business. Par exemple, un cas concret, si Amazon rajoute 100 millisecondes de latence, ils perdent 1% de leurs ventes. Google, si on rajoute 0,5 secondes de chargement, on a moins 20% des clics sur les résultats. Chaque seconde compte. Un site lent fait fuir les utilisateurs. Si votre business est basé sur de l'achat impulsif, par exemple, et que votre site est lent, l'impulsion va disparaître et votre client, qui a 10 pigeons, quittera le site parce qu'il se rendra compte qu'il n'a pas vraiment besoin de votre produit. Et aussi, ça a un impact sur le SEO et la visibilité de votre site. Depuis 2021, les Core Web Vitals sont intégrés dans le classement Google sur mobile et desktop. Un site plus rapide est donc mieux référencé et va attirer plus de trafic naturel. Un site rapide, c'est donc un site utile, visible et agréable à utiliser. Mais c'est quoi un site rapide? Pour le savoir, il faut le mesurer. Les impressions comme ça a l'air lent ne suffisent pas. Ça me fait penser à mon père qui me dit que son ordinateur est lent parce qu'il est plein. Je vais voir ce qui se passe et son disque dur est plein à 50% seulement. Oui, mais sur son bureau, effectivement, il y a des millions d'icônes. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout regroupé dans un seul dossier et plus une seule icône sur son bureau. Et il m'a dit, ah oui, ça va vraiment plus vite maintenant. Vous comprenez donc qu'avant d'optimiser votre site, il va falloir mesurer ce qui est lent. Grâce aux outils et aux métriques, on va pouvoir répondre à des questions précises. À quel moment la page devient visible? Quand est-ce qu'on peut interagir avec l'interface? Quels éléments provoquent des sauts de mise en page? Et qu'est-ce qui bloque le thread principal? Maintenant que tu comprends que c'est important de mesurer les performances, il faut qu'on réponde à la question: quand peut-on dire qu'un site est rapide? En réalité, il n'existe pas une seule vitesse, mais plusieurs façons de la percevoir et de la mesurer, et notamment deux qui s'opposent: la vitesse perçue et la vitesse réelle. La vitesse réelle, c'est ce que mesurent les outils, le temps que met le navigateur à exécuter certaines étapes, TTFB, FCP, LCP, etc. La vitesse perçue, c'est ce que ressent l'utilisateur, et elle dépend de plusieurs facteurs: la rapidité d'affichage du contenu visible, la fluidité des interactions, et l'absence de frustration. Chargement bloqué, composants qui apparaissent tardivement, saut de mise en page. Un site peut être lent techniquement, mais sembler rapide si l'expérience utilisateur est bien gérée. Le but n'est pas de battre des records de vitesse, mais de rendre l'attente invisible. Quand un utilisateur va se rendre sur une page web, il va s'attendre à plusieurs types de retours. Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est utile? Est-ce que je peux l'utiliser? Et est-ce que c'est agréable? Ici, il y a deux notions séparées qu'on confond parfois: le temps de chargement et la vitesse de la page. Le temps de chargement, c'est le temps total pour que la page finisse de se charger. Script, image, police, etc. Donc plutôt le est-ce que ça arrive et est-ce que c'est utile. La vitesse de la page, c'est une notion globale qui inclut la vitesse de rendu, la réactivité, la stabilité visuelle et la fluidité des interactions. Donc le est-ce que je peux l'utiliser et est-ce que c'est agréable. Chacun a donc des métriques qui lui sont associées et nous allons les voir juste après. Avant de les voir, il faut aussi que vous vous posiez la question de quelle partie est-il important que j'optimise. Par exemple, pour une interface B2C où le SEO et la rétention cliente est importante, vous allez devoir optimiser le temps de chargement. Pour une application B2B où les clients vont être entre guillemets forcés à l'utiliser, vous allez plutôt favoriser la vitesse de votre interface une fois chargée, quitte à sacrifier du temps de chargement. Parce qu'une fois qu'ils vont l'avoir ouverte, ils vont l'utiliser sur le long terme dans la journée. Maintenant que tu sais que la vitesse n'est pas une valeur unique, mais une somme d'expériences perçues, la question devient comment traduire cette expérience utilisateur en chiffres concrets. Et c'est là qu'interviennent les métriques de performance, et en particulier les Core Web Vitals. Donc les Core Web Vitals, ce sont trois métriques standardisées pour mesurer et quantifier la qualité de l'expérience utilisateur. Donc on a Largest Contentful Paint qui mesure le moment où le contenu principal devient visible. On a Interaction to Next Paint qui mesure le délai entre interaction utilisateur, par exemple un clic, et le moment où le navigateur va effectivement répondre. Et on a enfin le Cumulative Layout Shift qui mesure la stabilité visuelle pendant le chargement. D'autres métriques nous permettent d'aller plus loin dans l'analyse et le diagnostic. On a le TTFB, Time to First Byte, qui mesure le temps entre la requête de la page et la réception du premier byte depuis le serveur. On a le First Contentful Paint, qui va mesurer le premier moment où du contenu est affiché. Le Time to Interactive, qui mesure à partir de quand la page est entièrement interactive. Le Total Blocking Time, qui va mesurer les moments où le thread principal est bloqué. Si on met ça sur une petite frise chronologique, ça va nous donner quelque chose comme ça.
Donc TTFB, le serveur a répondu, le navigateur peut commencer à parser. FCP, premier élément visible. LCP, élément principal affiché. TTI, la page est entièrement interactive. INP, temps de réponse aux interactions utilisateurs. Et CLS peut survenir à n'importe quel moment si des éléments bougent. On va voir chacune de ces métriques une par une et comment les optimiser. Le TTFB ou Time to First Byte représente donc le temps écoulé entre la requête HTTP du navigateur et la réception du premier octet de réponse provenant du serveur. C'est donc la première mesure côté réseau avant même que quoi que ce soit s'affiche à l'écran. Sur ce diagramme, on voit toutes les étapes réseau. Le TTFB, c'est la somme du redirect time, du démarrage des service workers s'il y en a, du DNS lookup, de la connexion et du TLS handshake, et du temps de la requête jusqu'à ce que le premier byte arrive. Pourquoi c'est important? Un TTFB élevé indique généralement des problèmes côté serveur, donc latence, surcharge, lenteur du backend, des goulots d'étranglement dans la chaîne de rendu côté serveur, ou des réseaux lents ou mal optimisés. Et surtout, le TTFB va conditionner toutes les autres métriques. Tant que le navigateur n'a rien reçu, il ne peut rien afficher ni exécuter. Les valeurs recommandées pour le TTFB sont en dessous de 800 millisecondes pour une bonne qualité, entre 800 et 1800 pour une qualité moyenne, et au-dessus de 1800, c'est mauvais. Alors si vous regardez sur des outils comme Lighthouse, on va voir des valeurs qui sont plus basses, mais c'est parce qu'ils ne mesurent pas toutes les étapes, donc forcément ça prend un petit peu moins de temps. Alors petite note cependant, ces valeurs c'est vraiment la racine de votre page qu'on va mesurer, pas l'accès aux ressources secondaires, comme des images. Pour optimiser le TTFB, on va devoir regarder côté serveur et réseau. Le TTFB, c'est 3 étapes principales. 1. Résolution DNS et connexion, avec TLS, donc le temps pour établir la connexion réseau jusqu'au serveur. Le traitement de la requête serveur, donc le temps passé par le back-end à générer votre réponse. Et l'envoi du premier octet au client, donc le temps pour que le réseau commence à transmettre la réponse. On va donc agir à chaque étape de cette chaîne pour optimiser le temps final. Avant même de penser à optimiser, la première chose à regarder, ça va être votre hosting. Il va falloir s'assurer qu'il est capable de gérer le trafic que vous allez lui envoyer. Généralement, si vous avez de l'hébergement partagé, c'est plus lent. Quand vous allez choisir votre hébergeur, il faudra faire attention à quelques petits points. Combien vous avez de mémoire allouée? Est-ce que votre hébergeur garde la stack back-end à jour? Chaque nouvelle mise à jour de la stack va améliorer les performances, mais aussi la sécurité. Est-ce que vous allez être capable de customiser la config de votre back-end? Si vous avez besoin d'optimiser le TTFB, il faudra être sûr que votre hébergeur vous fournit la flexibilité nécessaire pour le faire. Utilisez un CDN, Content Delivery Network, pour servir tous vos fichiers statiques. Un CDN va stocker la donnée au plus proche de votre client. Et donc, vous allez réduire le temps de déplacement sur le réseau. Il va aussi réduire le temps de connexion TCP et TLS. Et globalement, il va aussi généralement vous fournir toutes les optimisations serveurs dont vous aurez besoin. Vous pouvez aussi réduire le temps de résolution DNS en activant le DNS prefetching. Cela permet au navigateur de pré-résoudre les noms de domaines tiers avant qu'il ne soit nécessaire, ce qui évite d'avoir à le faire au moment critique de la requête. Pour l'activer, ajoutez simplement une balise link dans le head de votre page HTML. A noter cependant, le DNS prefetching est utile principalement pour les ressources externes. Il ne sert à rien pour votre propre domaine principal. Et il est passif, c'est-à-dire qu'il va suggérer au navigateur, mais ne garantit pas l'exécution. Activez la compression côté serveur. J'en ai fait l'expérience. J'avais un petit tapage pour un client et on devait télécharger des gigas de données pour travailler offline. La synchro prenait un peu de temps et le client s'est plaint. J'ai simplement activé la compression, qui ne l'était pas en fait par défaut, et on est passé de 5 minutes à quelques secondes seulement. Activez HTTP2 ou HTTP3. Vous réduirez le temps d'établissement de la connexion grâce à des optimisations comme le multiplexing. Et dans le cas de HTTP3, une connexion plus rapide via le protocole QUIC. Ces versions maintiennent aussi les connexions ouvertes par défaut, qui est équivalent à un Keep Alive. Et si vous êtes d'ailleurs encore en HTTP 1.1, assurez-vous d'activer le Keep Alive via l'entête Connection Keep Alive, pour éviter d'ouvrir une nouvelle connexion TCP à chaque requête. Minimisez vos entêtes HTTP et la taille des cookies. Cela réduit la surcharge HTTP, c'est-à-dire la quantité des données à transmettre à chaque requête et réponse. C'est la HTTP overload. Moins de données à transférer signifie un temps de réseau plus court, surtout sur des connexions lentes. Évitez également les redirections inutiles. À chaque redirection, le navigateur doit interrompre la requête en cours, suivre la nouvelle URL, puis refaire une requête complète. Autrement dit, une redirection, c'est au moins un aller-retour réseau supplémentaire, ce qui augmente le TTFB avant même de commencer à recevoir la réponse réelle. Vous pouvez aussi mettre en cache côté serveur les réponses volumineuses ou coûteuses à générer, par exemple via un Redis. Ça permet d'éviter de recalculer ces réponses à chaque requête, ce qui réduit significativement le temps de traitement côté serveur et donc le TTFB. Et pour finir, optimiser le traitement côté back-end, plus le temps passé à traiter la requête est long, plus la réponse sera retardée. Alors le TTFB mesure le temps que met le navigateur à recevoir le premier octet dans la réponse serveur.
Mais recevoir le premier octet ne suffit pas à afficher quelque chose à l'écran. Après le TTFB, le navigateur commence à parser le HTML, charger les ressources, construire le DOM, appliquer les styles, exécuter le JavaScript, etc. C'est durant cette phase que se produit le First Contentful Paint, FCP. Donc le FCP correspond au moment où le navigateur affiche pour la première fois un contenu visible à l'écran. Il marque donc la première impression visuelle que perçoit l'utilisateur. Donc ça peut être un texte, une image, un canevas, un élément non vide du DOM. Le FCP est important car c'est la première indication visuelle que la page répond. Un FCP rapide améliore la perception de performance, même si la page n'est pas encore entièrement chargée ni interactive. Sur cet exemple, on voit que le FCP arrive à la seconde frame, même si tout le contenu n'est pas chargé. Les valeurs que l'on recommande pour le FCP sont en dessous de 1 seconde 8 pour une bonne qualité, entre 1,8 et 3 secondes pour une qualité moyenne, et au-dessus de 3 secondes, c'est pourri. Donc pour améliorer le FCP, il va falloir accélérer le rendu du premier contenu visible en minimisant les blocages et en prioritisant les ressources critiques. Pour cela, plusieurs axes d'amélioration sont possibles. Éliminer les ressources bloquant le rendu. Éliminer les ressources bloquant le rendu. Les scripts et CSS bloquant le rendu retardent l'affichage initial, il faudra donc les charger de façon asynchrone ou différée. Réduire la taille des fichiers CSS en supprimant les espaces et les commentaires accélère leur téléchargement et leur parsing. Supprimer le CSS non utilisé, ne charger réellement que le CSS utilisé pour éviter de télécharger du code qui sert à rien. La même chose avec JavaScript, supprimer le JavaScript inutilisé, et bien évidemment, vous pouvez aussi le minifier. Précharger les requêtes, vous pouvez indiquer au navigateur quelles ressources sont prioritaires, et ça va accélérer donc leur téléchargement. Réduire la taille totale des ressources réseau, un moins de données à transférer, ça signifie un chargement plus rapide. Servir les ressources statiques avec une politique de caching efficace. Un bon cache va vous éviter tout simplement de retélécharger des ressources qui vont être inchangées. Éviter une taille excessive du DOM. Un DOM beaucoup trop complexe ralentit le parsing et le rendu de la page. Minimiser la profondeur des requêtes critiques. Réduire les dépendances en chaîne évite de retarder le rendu à cause des ressources lentes. S'assurer que le texte reste visible pendant le chargement des polices web. Utiliser Font Display Swap évite que le texte soit invisible pendant que les polices personnalisées se chargent. Limiter le nombre de requêtes et la taille des transferts. Moins de requêtes et de fichiers plus légers réduisent la latence globale. Donc le FCP marque l'instant où le navigateur affiche le premier élément visible, et ce qui est important pour la perception initiale de la page. Cependant, ce premier contenu peut être très petit ou peu représentatif de ce que l'utilisateur attend vraiment. Par exemple, un simple logo ou une icône. Pour mieux mesurer l'expérience utilisateur, il va falloir aller un petit peu plus loin. Et avec ça, on a le Largest Contentful Paint, LCP, qui correspond au moment où le plus grand élément visible dans la fenêtre d'affichage est rendu. Ce contenu est souvent le texte principal, une grande image, une vidéo ou un bloc majeur qui compose la page. Le LCP donne donc une meilleure idée du temps nécessaire pour que la page paraisse réellement chargée ou utile, car il reflète quand l'élément le plus important est affiché. Le LCP, il va impacter directement l'expérience utilisateur et la satisfaction. Un bon LCP favorise une meilleure impression de rapidité et de fluidité. Et Google utilise le LCP comme une métrique essentielle dans ses critères de référencement et donc de Core Web Vitals. Un bon LCP est en dessous de 2,5 secondes. Et au-dessus de 4 secondes, il est considéré comme mauvais. Alors, c'est sympa de dire qu'on prend le temps que met le plus grand élément à être affiché, mais comment on choisit? Le navigateur va analyser tous les éléments visibles dans le viewport au fur et à mesure du rendu, et identifie celui qui va remplir les critères suivants. Le LCP ne prend en compte que certains types d'éléments: les images, les éléments de texte, les éléments vidéo et les éléments SVG visibles. L'élément, bien sûr, doit être rendu et visible à l'écran, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être caché via du display none par exemple, ou même en dehors du viewport. Le rendu de cet élément doit avoir commencé au moment de la mesure. Pour chaque élément visible, le navigateur calcule la surface visible de cet élément dans le viewport, c'est-à-dire la largeur fois la hauteur de la partie affichée. Si l'élément est partiellement visible, seule la partie visible compte. La taille est donc la surface effective visible par l'utilisateur. Parmi tous ces éléments visibles, celui qui a la plus grande surface visible est retenu comme le Largest Contentful Element. C'est donc cet élément dont l'affichage marque le moment du LCP. Alors optimiser le LCP, c'est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît. En premier, utilisez des outils comme PageSpeed ou Lighthouse qui vont nous donner des diagnostics et des points à améliorer. Vous y trouverez aussi des diagnostics sur les différents timings qui ont amené à ce LCP. Si les outils comme PageSpeed Insight ne vous donnent pas clairement quoi optimiser, l'analyse du LCP peut devenir un petit peu plus complexe. Dans ce cas, suivez ces 4 grandes étapes pour améliorer votre LCP.
1. Assurez-vous que la ressource LCP commence à se charger le plus tôt possible, par exemple en préchargeant les images. Veillez à ce que l'élément LCP puisse s'afficher dès que sa ressource est chargée. Si par exemple, l'affichage dépend d'un autre fichier CSS, il vaut mieux directement intégrer la partie du code impacté dans le HTML directement. L'élément pourra donc s'afficher dès qu'il est chargé, sans attendre le fichier CSS complet. Réduisez au maximum le temps de chargement de la ressource LCP sans sacrifier la qualité. Si votre image est affichée en 200 par 200, alors servez une image 200 par 200. Et pas 2000 par 2000. Vous pouvez aussi utiliser des formats modernes comme WebP ou AVIF. Accélérez autant que possible la livraison du document HTML initial en utilisant par exemple un CDN. Une fois que l'utilisateur voit le contenu principal, il doit pouvoir interagir avec la page rapidement. Cliquez sur un bouton, ouvrir un menu. Mais souvent, même si la page semble prête, le navigateur est encore occupé à l'exécuter du JavaScript, ce qui bloque toute interaction. C'est là qu'intervient le Time to Interactive. Le TTI, c'est le moment où la page devient totalement réactive, c'est-à-dire que l'utilisateur peut interagir sans latence. Une autre métrique intéressante, c'est le TBT, ou Total Blocking Time. Il est la somme du temps durant lequel le main thread est bloqué pendant le chargement. On considère qu'une tâche longue bloque si une tâche JavaScript dure plus de 50 millisecondes. Un bon TTI est en dessous de 5 secondes sur mobile, et un bon TBT est inférieur à 200 millisecondes. Sur Lighthouse, un TTI de moins de 3,8 secondes est considéré comme rapide. Au-dessus de 7,3 secondes, il est considéré comme lent. Avoir un bon TTI peut être difficile car le navigateur doit souvent analyser, compiler et exécuter plusieurs centaines de kilos de JavaScript, dont une grande partie peut être inutile au démarrage. Chaque tâche longue empêche le navigateur de répondre aux interactions utilisateurs, les clics, les scrolls, les frappes de clavier. Une tâche longue, c'est le navigateur qui ne peut rien faire d'autre pendant ce temps, car, je vous le rappelle, il n'y a qu'un seul main thread. Pour améliorer votre TTI, il ne va pas y avoir de secret. Minimiser le travail sur le thread principal et réduire le temps d'exécution du JavaScript. Voici quelques petits axes d'amélioration. Réduire la taille du JavaScript initial. Moins de JavaScript à parser et à exécuter, ça veut dire moins de blocage. Découpe ton bundle avec du code split. Charge les scripts non critiques en async ou défaire. Supprime les librairies inutilisées et utilise de la minification et même du tree checking. Précharger, utilise rel préconnect pour établir en avance la connexion réseau avec les ressources externes et préciser au navigateur les ressources critiques à charger en priorité grâce au rel preload. Réduisez le nombre de dépendances en cascade nécessaires pour afficher la page, moins de niveaux égale moins de blocage dans le chargement du rendu. Réduisez le temps d'exécution de JavaScript. Une tâche qui est plus grande que 50 millisecondes va bloquer l'UI. Donc utilise Lighthouse ou le Performance Panel dans Chrome DevTools pour les identifier. Et découpe les gros traitements JS en petites fonctions asynchrones. Minimiser le travail du thread principal, le main thread est responsable de tout, du parsing HTML, CSS, JavaScript, layout, rendering, etc. Donc tu peux utiliser des web workers pour les calculs lourds, évite les animations coûteuses ou faites en JavaScript, privilégie les transitions CSS, et évite les recalculs du layout. Prioritisez ce qui est visible et utile au départ, tout ce qui est hors d'écran ou inutile au premier chargement peut attendre. Donc divers le JavaScript des parties non critiques, les onglets cachés, les modales fermés. Utilise le lazy iteration avec des frameworks comme React, Vue ou Svelte et préfère un chargement incrémental. Ne fais pas tout dès la première milliseconde. Attention cependant, avant de vouloir optimiser, commence par mesurer. Toutes les optimisations ne sont pas forcément bonnes. Par exemple, si un JavaScript de 1 méga met 1 seconde à charger, mais que sur cette seconde, vous avez une demi-seconde de TLS. Coupez ce fichier en 3. Ne va pas améliorer les performances, car vous aurez 3 fois une demi-seconde de TLS que vous aurez de toute façon. Donc au final, on va avoir 1 seconde et demie de TLS qui est plus grande que la seconde qu'on avait au départ. Une page qui se charge rapidement, c'est cool. Mais quoi de plus énervant qu'une page qui se met à bouger au moment où vous voulez interagir avec elle? Vous vous souvenez de ce fameux bouton? Vous allez cliquer là, et pouf, un décalage et vous cliquez sur autre chose. Ça, messieurs, dames, c'est un layout shift. Le CLS, Cumulative Layout Shift, va mesurer le total de ces décalages visuels inattendus qui se produisent après le chargement initial de la page. Une bonne valeur de CSS est inférieure à 0,1 et au-dessus de 0,25, c'est pas top. Cette valeur de CLS est elle aussi intégrée dans les Core Web Vitals et va impacter directement votre référencement, donc c'est mieux de la garder basse. Pour le mesurer, on compare la position des éléments dans le viewport visible et on évalue quelle portion de l'écran, en pourcent, a été déplacée par un changement de mise en page non déclenché par l'utilisateur. Les deux grosses principales causes d'un mauvais CLS, c'est du contenu sans dimension, des images, des pubs, des iframes, qui vont mettre du temps à se charger, et les polices d'écriture. On va donc se concentrer sur
toujours définir des tailles fixes pour les images et les vidéos, utiliser aspect ratio en CSS, réserver l'espace pour les pubs et iframe en avance, n'insérez pas de contenu au-dessus de la ligne de flottaison, préchargez vos polices personnalisées et évitez les animations de position. Bon, maintenant que notre application ne bouge plus, il faut s'assurer que les interactions de l'utilisateur sont rapides et fluides. C'est là qu'intervient la métrique INP, Interaction to Next Paint, qui va mesurer la réactivité perçue lors des interactions. Donc l'INP est une métrique récente qui évalue le temps de latence perçu entre une interaction utilisateur, donc le clic, on touche, etc., et le moment où le navigateur affiche la mise à jour visuelle résultante. Contrairement à d'autres métriques, l'INP considère toutes les interactions sur la page et prend en compte la pire latence observée. Donc comment est-il calculé? Donc pour chaque interaction, clic, tap, clavier et uniquement celle-là, donc pas de scroll ni de hover, on va mesurer le délai entre l'événement utilisateur et la prochaine paint complète qui reflète la réponse visuelle à cette interaction. L'INP correspond à la pire latence d'interaction sur toute la durée de la vie de la page. Il est composé d'un input delay, donc le délai entre l'interaction et le début du traitement de l'événement, un processing duration, donc le temps d'exécution des callbacks JavaScript liés à l'événement, et un presentation delay, donc le délai avant l'affichage des changements à l'écran. Un INP en dessous de 200 millisecondes veut dire que votre page a une bonne réactivité. Au-dessus de 50 millisecondes, elle est mauvaise. Pour améliorer l'INP, on va jouer sur les trois parties. 1. Réduire l'input delay. Donc éviter les longues tâches JavaScript pendant le chargement, script bloquant, gros bundle. Réduire les dépendances, faire du code splitting. Préférer des interactions après le DOM content loaded. Prioriser les ressources critiques. Charger les scripts non critiques en async défaire. Optimiser les event callbacks, donc faire le moins de travail possible dans les callbacks. Rendre le thread principal libre rapidement pour d'autres interactions. Et réduire la presentation delay, donc éviter les DOM trop volumineux, utiliser content visibility auto pour ignorer les éléments hors d'écran, réduire le layout trashing, éviter les recalculs de style inutiles et ne pas trop générer de HTML avec JavaScript côté client. Améliorer les performances web ne peut pas être une tâche ponctuelle. Pour garantir une expérience fluide et réactive à long terme, il est essentiel d'intégrer les préoccupations de performance à chaque étape du cycle de développement. Cela signifie tester, surveiller, fixer des objectifs clairs et détecter les régressions au plus tôt, idéalement avant même qu'elles n'atteignent les utilisateurs. Les pipelines CI/CD sont des points stratégiques pour automatiser le contrôle des performances. Donc vous pouvez rajouter des tests de performance automatisés avec des outils comme Lighthouse CI, tester sur des pages clés, cibler les pages les plus importantes afin de mesurer des KPI avec le LCP, INP, FCP ou CLS. Analyse différentielle, comparer les performances du code en cours avec celles de la branche principale pour détecter les régressions introduites par une pull request. Et seuil de blocage, configurer le pipeline pour échouer si certains seuils par exemple sont dépassés. Si on a un LCP supérieur à 2,5, on fait planter le pipeline. Vous pouvez aussi vous fixer un budget de performance, une limite chiffrée que votre application ne doit pas dépasser. Cela peut concerner le poids total de la page, JavaScript, CSS, images, le nombre de requêtes réseau, les métriques Web Vitals et le temps de réponse serveur. Les avantages d'un budget, c'est qu'il fixe des objectifs clairs à respecter et il alerte dès qu'une régression de performance est introduite. Il sert aussi de contrat entre les développeurs, designers, product managers et QA. Malgré tous les tests en pré-production, la mesure réelle côté utilisateur, donc Real User Monitoring, RUM, est celle qui permet d'avoir une image fidèle de l'expérience perçue. En outils recommandés, on a Google Analytics avec Web Vitals, on a aussi Sentry Performance ou des outils comme Datadog RUM, SpeedCurve aussi. Il est aussi recommandé de segmenter par appareil, par localisation et par type de connexion. Un bon INP sur desktop ne garantit rien sur un mobile d'entrée de gamme. Identifier les interactions lentes via des outils comme Chrome User Experience Report ou des solutions personnalisées. Et alimenter une feedback loop. Les métriques de production doivent être revues régulièrement par les équipes et c'est aussi important de récupérer les feedbacks de vos utilisateurs. On arrive à la fin de cette vidéo, donc voici une liste pratique à garder en tête. Prioriser le contenu visible dès le chargement. Charger les ressources critiques en premier, différer le reste. Regrouper les requêtes, compresser les assets. Servez depuis un CDN. Minifier le JavaScript, CSS, mais surtout éviter de trop en charger. Préférez des composants légers, découplés et lazy. Détecter les layout shifts et éviter les animations non GPU friendly. Offrez un feedback immédiat sur les interactions utilisateurs. Surveillez les métriques réelles en production et pas seulement en local. Voici quelques ressources pour approfondir un petit peu le sujet. Des articles et des guides. Donc vous avez WebDev, qui est le site de référence sur les Web Vitals et les bonnes pratiques de performance. Il y a Perf Calendar, qui donne un article par jour pour des experts de la performance. Il y a Smashing Magazine aussi, qui est une checklist régulièrement mise à jour. Vous avez des outils comme Lighthouse,
Web Page Test, Chrome DevTool Performance Panel, SpeedCurve, Sentry Performance, que vous pouvez aller voir. Investir dans la performance, c'est pas juste pour faire plaisir à Google, c'est améliorer chaque clic, chaque chargement, chaque interaction pour vos utilisateurs. Une application rapide, c'est plus de satisfaction, plus de conversion, moins de bugs et un code plus sain. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.